2025 nous promettait d'être une année très intéressante du point de vue de la voiture électrique parce qu'on s'attendait vraiment cette année à avoir de nouveaux modèles, en particulier sur les segments les plus petits et les moins chers. Et la plus grosse promesse qui nous avait été faite en ce sens, c'était celle de la Renault 5. La Renault 5 qui nous promettait d'être la voiture électrique abordable de 2025 avec enfin une voiture électrique petite et polyvalente autour de 25 000 euros avant toute aide ou bonus éventuel. Et je dois bien admettre en cette fin d'année que la promesse tant de la Renault 5 que des autres véhicules comparables sur le marché, du côté de chez Stellantis ou des groupes coréens, cette promesse n'est pas remplie. Et pour parler de la Renault 5 en particulier, qui a vraiment fait les gros titres tant chez la presse automobile que dans la presse généraliste, franchement je suis extrêmement déçu. J'y reviendrai un peu plus tard dans cette vidéo, c'est vraiment une voiture qui a changé la donne sur une partie du marché, mais sur la promesse en particulier d'un véhicule abordable à 25 000 euros, on n'y est pas du tout. 25 000 euros, c'est pas un prix choc, c'est un prix choquant. Choquant étant donné les prestations qui sont offertes sur cette voiture à ce niveau de prix. À savoir, pour 25 000 euros sur une Renault 5, vous n'avez pas de charge rapide de disponible et une autonomie de seulement 300 km homologuée. Et ça, pour moi, c'est se moquer du consommateur, c'est se moquer des acheteurs, c'est se moquer de tous les gens pour qui 25 000 euros, c'est une somme très importante, c'est beaucoup d'argent, c'est beaucoup de travail. En tant qu'industriel français de la voiture populaire, de la part de Renault, je trouve que les prestations proposées à ce prix ne sont pas au niveau. Car oui, si vous achetez une Renault 5 à 25 000 euros avant bonus, vous n'avez pas de charge rapide, donc vous êtes bloqué avec 300 km d'autonomie et un chargeur embarqué de 11 kW où il vous faudra minimum 4 heures pour récupérer un tant soit peu d'autonomie sur votre voiture. Et de manière plus globale, quand on regarde le marché automobile de 2025, on ne pouvait pas espérer mieux finalement. Que ce soit du côté des voitures électriques ou des voitures thermiques, espérer des voitures plus abordables en 2025, c'était juste pas possible. Pour vous remettre les choses en perspective, les voitures ont pris environ 30, 35, 40% sur la facture entre 2019 et 2025. 2019, c'est une année assez intéressante puisqu'on est sur l'année qui a précédé la pandémie du Covid et toutes les crises de chaînes d'approvisionnement qui en ont suivi. Et ça représente tant en France qu'en Europe un niveau de volume de voitures neuves écoulées qu'on n'a toujours pas récupéré aujourd'hui. Il faut bien prendre conscience que sur les 35% d'augmentation de prix qu'on a eu depuis 2019, la moitié de cette augmentation peut être attribuée à tout simplement la baisse des volumes. Étant donné qu'on a des investissements sur les usines et la recherche et développement qui sont des coûts fixes, si on a moins de volume pour amortir ces coûts, on a fatalement des véhicules qui sont plus chers. En particulier pour récupérer les coûts fixes et aussi pour récupérer les marges qui doivent être du coup concentrées sur moins de voitures. Ajouter à ça une inflation naturelle sur les 6 dernières années et un coût d'électrification qui forcément a été induit par les différentes normes d'émissions de CO2 en Europe, vous avez grosso modo l'explication des 35% d'augmentation de la facture sur les véhicules en général. Et ça, pour moi, ça explique pourquoi on a perdu 500 000 voitures, 500 000 foyers, 500 000 clients sur le marché automobile français, 3 millions sur le marché automobile européen. Si on regarde un petit peu les chiffres, on était à un peu plus de 2 millions d'immatriculations de voitures en France en 2019 et à un peu plus de 1,6 million là sur cette année 2025. Et sur la différence, quasiment l'intégralité de cette différence, environ 500 000 voitures, c'est tout simplement des familles, des particuliers qui ne vont plus acheter de voitures neuves. Et c'est valable aussi en Europe, sur les 3 millions d'écarts de voitures environ entre 2019 et 2025, c'est 3 millions de véhicules qui n'ont pas été vendus à des particuliers. Et quand on regarde les prix et les voitures qui sont proposées, on se rend compte de ça. Moi, j'ai grandi dans les années 2000 et 2010, et les familles dans ces années-là, c'était une petite voiture économique du segment A ou du segment B. Pensez Renault Twingo, Renault Clio ou Peugeot 206, Peugeot 107, etc. Ces voitures-là, ça c'était une voiture du foyer. Et la deuxième voiture, c'était une familiale compacte. Alors ça pouvait être un monospace compact, ça pouvait être une berline compacte comme la Volkswagen Golf, ça pouvait être un break comme une Mégane Break ou une 307 SW, une 308 SW à l'époque.
Bref, c'était des voitures qui étaient autour de 4,20 m, 4,40 m, qui jouaient le rôle de familial. Et si on remonte jusque dans les années 2000 ou 90, c'était le rôle qui était dévolu à des voitures comme la Xantia, la Laguna ou la Passat de ces années-là. Et quand on repense à ces années 2000 et 2010, quand on avait une famille qui pouvait se permettre d'acheter 2 voitures neuves, une petite et une familiale compacte, c'était signe d'un certain niveau social, quoi. Avoir une 206 neuve et un Xara Picasso neuf dans le garage, c'était réservé à une certaine catégorie de la population. Et de manière générale, de toute façon, les voitures neuves ont toujours été réservées à une certaine catégorie de la population. La plupart des transactions et des achats automobiles se font sur les voitures d'occasion, et encore plus aujourd'hui. Et désormais, en 2025, sans toutes ces familles qui achetaient des voitures avant, il y a ne serait-ce que 6 ans, avant le Covid, des voitures à prix abordable, le marché des véhicules neufs aujourd'hui en Europe est perfusé et ne tient que par les véhicules achetés par les entreprises. Donc c'est souvent des flottes de véhicules de fonction, de véhicules de service, voire même de véhicules de location courte durée. Et c'est ça qui aujourd'hui fait tourner les usines. Encore que, je vous l'ai dit un peu plus tôt, les usines ne tournent pas du tout à plein de leur capacité. Et dans ce paysage de vente automobile neuve qu'on a en 2025, c'est intéressant de voir où sont les achats des particuliers. Où est-ce que les vrais gens comme vous et moi vont acheter des voitures. Et quand on regarde les chiffres, on a essentiellement 3 marques qui se détachent et peut-être une 4e qui peut éventuellement jouer un bon coup. Ces 3 marques, je pense que je ne vais pas vous l'apprendre. C'est essentiellement Dacia et Toyota pour le thermique et Tesla pour l'électrique. Toyota, dans le monde et maintenant en Europe aussi, est devenue la marque par défaut pour acheter des véhicules thermiques. Et en Europe, c'est particulièrement pertinent puisqu'avec leur motorisation hybride qu'ils maîtrisent depuis une trentaine d'années maintenant et qui est apparue sur la gamme classique Toyota il y a une quinzaine d'années avec la Auris hybride pour commencer, Toyota propose des véhicules qui, sans être pas chers spécialement, en donnent pour leur argent et surtout sont fiables et tiennent la cote. C'est pour ça qu'aujourd'hui, sur le marché français et européen, Toyota dépasse des marques comme Citroën ou Volkswagen en fonction des marchés. La deuxième marque qui se détache dans ce paysage un petit peu morose de l'automobile neuve, c'est Dacia. Dacia a de tout temps été très acheté par les particuliers. Et là où il y a ne serait-ce que 5 ou 10 ans, c'était considéré encore comme un achat malin, un achat d'une personne qui ne veut pas mettre tout son argent dans une voiture neuve, mais quand même avoir une garantie. En 2025, Dacia, c'est devenu l'achat par défaut. Même pour des familles relativement aisées, avec le Dacia Bigster qui coûte quand même 30 000 euros, et ces familles qui ne voient plus l'intérêt de mettre 40 ou 50 000 euros dans un 5008 ou un Tiguan vont acheter Dacia aujourd'hui. Donc Dacia pour moi se détache sur ce marché, non pas parce que ce sont des voitures excellentes, mais tout simplement parce que ce sont les voitures les moins chères. Et qui, comme Toyota, offrent un niveau de fiabilité tout à fait convenable et surtout tiennent la cote. Et troisième marque qui se détache pour moi sur le marché européen par rapport à Dacia et Toyota, c'est Tesla. Alors c'est peut-être un peu plus nuancé sur cette année 2025 par rapport à 2024 et 2023, mais force est de constater que le Tesla Model Y reste une référence, toutes catégories confondues et toute motorisation confondue, en termes de valeur ajoutée et d'homogénéité du véhicule. Quand j'ai acheté ma voiture début 2024, j'étais persuadé qu'en 2025, on aurait pas mal d'offres qui allaient s'aligner sur ce que propose Tesla avec la Model Y, mais force est de constater que c'est pas le cas. Et Tesla se permet même de faire davantage de marge que sur ma voiture, qui était déjà confortable pour eux niveau marge, en proposant une version dépouillée du Model Y, avec beaucoup moins d'équipement que ma version, pour pas spécialement moins cher. Une version comme la mienne, sans option, s'était vendue autour de 37-38 000 euros en 2024, début 2024. Et fin 2025, vous n'aurez pas une Tesla Model Y moins chère que ça, mais vous aurez par contre beaucoup moins d'équipement sur la version dite standard. La contrepartie étant que vous aurez un peu plus d'autonomie sur cette nouvelle version standard que sur la mienne, au prix d'un temps de recharge un petit peu plus long. Et la quatrième marque qui tire son épingle du jeu selon moi, alors pas au niveau de Tesla, de Toyota et de Dacia, mais quand même qui se détache par rapport au reste du marché, et cette marque c'est Renault. Parce que quand bien même la Renault 5 pour moi ne remplit pas du tout sa promesse en termes de véhicules simples, abordables et polyvalents, elle a quand même
pas mal bougé le marché en ce qui concerne les véhicules 100% électriques dans la tranche de prix de 30 à 40 000 euros. Autour de 30 000 euros, pour une version milieu de gamme, vous avez désormais une offre qui est tout à fait intéressante avec la Renault 5, surtout compte tenu des aides à l'achat qui ont été quand même renchéries ces derniers mois, en tout cas en France. Et cette Renault 5 a permis d'avoir une offre de voiture électrique un tant soit peu polyvalente autour de ce prix de 30 000 euros. Une offre qui n'existait tout simplement pas, ne serait-ce qu'un an auparavant. Ceci étant dit, pour moi, la Renault 5 reste un essai à transformer en 2026, avec des versions qui sont vraiment moins chères que les 30 000 euros d'aujourd'hui. Parce que autant aujourd'hui en France, elle tient quand même la comparaison avec une Yaris hybride en termes de chiffre de vente, autant en Europe, elle marque le pas. Et les chiffres de vente en Europe ne sont absolument pas comparables avec ceux d'une Sandero, d'une Clio, d'une C3 ou d'une Yaris. Cependant, je pense que Renault ne fera pas la même erreur que Fiat a fait avec la Fiat 500 électrique. Et à mon avis, la voiture va évoluer en 2026 et en 2027 pour maintenir le niveau. Fiat a sorti la Fiat 500 en 2020, fin d'année 2020, avec un certain prix et une certaine technologie de moteur et batterie, et n'a absolument rien changé depuis. La voiture s'est correctement vendue les 2 premières années, mais les chiffres se sont effondrés ensuite. Et si Renault ne fait rien pour la Renault 5 au bout de 1 an et demi, 2 ans de commercialisation, je pense qu'on peut s'attendre aux mêmes effets. Mais Renault, à mon avis, a préparé le coup et on devrait avoir des Renault 5 qui vont évoluer en 2026. Et là où Renault essaie de tirer son épingle du jeu, essaie de se battre, essaie de proposer des choses, même si c'est pas parfait, on en a parlé avec le coup de la recharge rapide qui n'est pas de série, et les autres constructeurs européens, les autres grands groupes européens, à mon avis, sont en train de marquer le pas sur leur marché. Je pense à Volkswagen d'une part et à Stellantis d'autre part. Alors pour Volkswagen, on pourrait penser que ça va pas si mal, les volumes sont plutôt bons, les voitures électriques se vendent quand même convenablement, mais c'est en trompe-l'œil. Les ventes se font surtout aux professionnels, aux flottes, avec des leasings à des prix très agressifs. Et c'est pas le tout de vendre beaucoup de voitures, il faut aussi gagner de l'argent. Et ça, Volkswagen, c'est un peu leur gros problème en ce moment. Et c'est ce qui fait qu'ils ont fait les gros titres cette année, c'est que leur structure de coûts et leur bureaucratie est un gros problème pour avancer dans le monde aujourd'hui, au point de remettre en cause les acquis des salariés depuis l'existence même de Volkswagen, et au point même de fermer une usine en Allemagne, ce qui n'était jamais arrivé. Donc on a vraiment une situation en trompe-l'œil avec Volkswagen, avec des ventes qui se font convenablement sur les véhicules électriques, mais dans les faits, quand on regarde un petit peu plus précisément, ils gagnent pas beaucoup d'argent et ils ont des coûts, une structure de coûts fixe qui est beaucoup trop importante et qui les empêche d'être compétitifs. Et de l'autre côté, vous avez Stellantis. Stellantis, pour moi, souffre énormément en ce moment de l'ère Carlos Tavares. Carlos Tavares, il est arrivé et il a créé Stellantis à peu près au moment du Covid, au moment où on pouvait se faire beaucoup de marge et beaucoup d'argent à cause de la pénurie des semi-conducteurs notamment, et où le marché de l'automobile était maintenu par les ventes aux professionnels qui n'avaient pas le choix que de renouveler leur parc tous les 3 ans. Pour des questions fiscales essentiellement. Donc Stellantis s'est fait beaucoup d'argent à ce moment-là et a pensé que ça pouvait durer éternellement, ce qui n'est absolument pas le cas. Et c'est ce que le groupe est en train de payer en ce moment. Quand on voit tous les plâtres qu'ont dû essuyer les premiers clients qui ont été livrés avec les C3 électriques, les 3008 électriques, des voitures qui ont souffert d'énormément de bugs, des voitures qui n'ont pas fini leur mise au point, le préchauffage et le préconditionnement de batterie n'étaient même pas disponibles sur les premiers 3008 et premiers 5008 qui sont sortis des chaînes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais quand je vois les véhicules qui sont sortis par Stellantis, moi je vois ces véhicules qui servent à tout simplement respecter les normes, mais il n'y a pas l'ingénierie qu'il faut derrière pour assurer que ce soit tout simplement de bonnes voitures. Et à mon avis, c'est aussi vrai pour les véhicules thermiques, vu que on se traîne toujours le 1,2 litre PureTech sur à peu près tout ce qui roule chez Stellantis. Et au-delà de ça, vous avez les dirigeants de Stellantis et d'autres groupes européens qui militent pour faire perdurer ces véhicules thermiques qui sont tout simplement mauvais et pas fiables. Alors récemment, cette fin d'année 2025, la Commission européenne a légèrement assoupli son échéance de 2035 par rapport au 100% électrique, permettant de diffuser un petit peu de véhicules thermiques à certaines conditions. Mais moi j'ai envie de dire, pourquoi faire ?
Je veux dire, le véhicule thermique aujourd'hui, pour faire du volume et faire de l'argent, c'est plus ça. Alors peut-être que pour certains groupes qui font des véhicules un petit peu luxueux et prestigieux, ça a du sens de pouvoir proposer du thermique au-delà de 2035, mais pour tous les autres, ça n'a aucun sens. Moi, je comprends pas ce qu'on veut chez Stellantis. Est-ce qu'on veut faire perdurer le 1 litre de PureTech jusqu'en 2040? C'est ça leur objectif? Et ils pensent qu'ils vont trouver des clients pour ça? Parce que quand on voit qu'aujourd'hui, les seules voitures thermiques qui se vendent, c'est les hybrides Toyota et les Dacia, donc des véhicules qui sont simples et fiables, franchement, je ne vois aucun avenir à des marques comme Stellantis ou même les marques premium comme Mercedes ou Audi sur du thermique dans 10 ou 15 ans. Et même sur des véhicules luxueux et prestigieux, je suis sûr que ce n'est pas la bonne solution. J'en veux pour preuve ce qui est en train de se passer en Chine. La Chine qui était la vache à lait des constructeurs allemands où ils vendaient leurs véhicules les plus gros et les plus puissants. Et ben aujourd'hui en Chine, ce sont les constructeurs chinois qui font de l'électrique qui sont en train de chasser tout simplement les acteurs historiques du monde de l'automobile de leur marché. Et je pourrais citer plein de marques et plein de modèles chinois en exemple qui montrent l'exemple partout dans le monde que la voiture électrique c'est la voiture qui va faire rêver dans les 15 prochaines années. Mais je vais en citer qu'un seul. Je vais citer l'exemple de la Xiaomi SU7. Cette voiture qui, pour les mauvaises langues, est une copie de la Porsche Taycan. Cette voiture est pour moi une masterclass de Xiaomi. Xiaomi, c'est un industriel qui fait de l'électronique, historiquement, essentiellement des smartphones et des appareils d'électroménager, entre autres produits électroniques. Xiaomi, ils se sont lancés un défi de concevoir et de mettre sur le marché une voiture électrique en 1000 jours. Et ils ont réussi avec la Xiaomi SU7, qui propose des prestations équivalentes, si ce n'est supérieures à ce que propose une Porsche Taycan, pour un prix comparable à une Tesla Model 3. Et le plus impressionnant dans cette Xiaomi SU7, c'est que non seulement elle s'est imposée dans sa catégorie en Chine, en termes de volume de vente, mais en plus, la division automobile de Xiaomi est désormais rentable, seulement 2 ans après sa création. Dans un paysage de start-up chinoises de l'automobile où la rentabilité est difficile à obtenir à cause de la guerre des prix, et bien cet exemple nous montre à quel point un bon produit peut renverser le marché. Et même si elle n'est pas disponible à la commande en Europe et en Amérique du Nord, la Xiaomi SU7 a montré aux consommateurs et aux clients européens et nord-américains ce qu'il était possible d'obtenir en termes de voitures, tout simplement, qu'elles soient électriques ou non, avec les technologies d'aujourd'hui. Et n'en déplaise à Volkswagen et Stellantis, dans 10 ou 15 ans, les clients européens et nord-américains, c'est ce qu'ils voudront. Ils voudront des Xiaomi SU7, ils voudront pas autre chose. Alors souhaitons bonne chance à Antonio Filosa pour refiler du PureTech jusqu'en 2040. Et souhaitons bonne chance à Ola Collinus pour essayer de refiler du micro-hybride chez Mercedes à 60 000 euros, 20 000 euros plus cher que les Tesla, pareil jusqu'en 2040. Et à mon avis, ce pourquoi les gros industriels européens sont en train de faire un lobbying très très dur pour faire durer le thermique le plus longtemps possible, c'est que les investissements qui ont été faits en termes de batterie, tout simplement, se sont pris un mur de réalité. J'ai 3 exemples en tête, c'est celui de Northvolt, de l'Airbus des batteries, ACC, Automotive Cells Company, qui associait Saft, une filiale de Total, Stellantis et Mercedes, et dans une moindre mesure, la start-up française Verkor. Vous avez là 3 exemples de start-up du monde des batteries occidentales qui ont voulu implémenter des gigafactories en France et en Europe et qui se sont lamentablement plantés. Là, on parle de milliards, voire même de dizaines de milliards d'euros qui ont été gaspillés lorsqu'on les prend tous ensemble. Et comment on en est arrivé là? Eh bien, tout simplement, à mon avis, je laisse les spécialistes, notamment chinois, me contredire s'il le faut. Mais à mon avis, il y a eu un excès de confiance de la part des start-upers qui ont lancé ces projets. Des personnes qui, à mon avis, pensaient qu'en achetant les machines chinoises, on arriverait à faire des batteries comme les Chinois. Et je pense que le mur de la réalité, il est là. Et il est particulièrement visible chez ACC, Automotive Cells Company, où le taux de déchets et de rebut des batteries qui sont fabriquées là-bas est énorme, même en 2025, et où l'usine n'a pas du tout atteint les capacités envisagées pour leurs clients Stellantis notamment. Et de la même manière, alors sans doute que la situation n'est pas aussi dramatique chez eux, mais du côté de Verkor,
ils n'ont pas tenu leurs délais et leurs engagements par rapport à Renault. Ils devaient être fournisseurs de batteries pour l'Alpine A390, le crossover Alpine. Mais finalement, la voiture a dû être lancée avec des cellules LG comme sur la Mégane et le Scénic. Et outre ce fiasco industriel concernant la fabrication de batteries sur le sol européen, j'aimerais parler d'un autre fiasco en devenir si la situation ne s'assainit pas dans l'année qui va venir. Je voudrais parler de la recharge pour les véhicules à batterie. Alors commençons par un point positif quand même, le nombre de bornes et de stations de recharge a vraiment explosé en 2025 et même 2024. Et là, je pense qu'on peut dire que le contrat est rempli. Moi, j'ai pu remarquer avec ma Model Y, en ne serait-ce qu'un an et demi, le nombre de superchargeurs Tesla supplémentaires me permet vraiment d'envisager les longs trajets de manière encore plus sereine que quand je l'ai acheté. C'est la même chose chez les autres opérateurs de recharge. On voit que sur les aires d'autoroute et même les aires de repos et les zones commerciales, le nombre de stations de recharge augmente vraiment de mois en mois. Cependant, pour moi, il y a deux problèmes concernant la recharge qui demeurent. Le premier, c'est la foire en ce qui concerne les tarifs et la facturation. En gros, vous avez une tarification à la tête du client. Vous arrivez sur une station, vous avez soit un QR code, soit un lecteur de carte bancaire, soit un lecteur de badge. Et en fonction de si vous choisissez telle ou telle méthode de paiement, vous n'aurez pas le même prix. Et après, vous allez avoir une tarification avec ou sans abonnement. Et là encore, ce ne sera pas le même prix. Et après, vous allez avoir les opérateurs privés et les opérateurs en délégation de services publics. Je pense aux réseaux départementaux notamment, où là, vous allez avoir des prix qui vont être différents de si vous êtes un local ou si vous êtes de passage. Et même chez Tesla, vous avez du flou et de l'incompréhension. Vous allez avoir des prix qui vont varier au fur et à mesure de la journée. Vous allez avoir des prix qui vont varier en fonction de si vous avez une Tesla, de si vous n'avez pas de Tesla. Et vous allez avoir un prix qui va varier en fonction de si vous n'avez pas de Tesla et pas d'abonnement. Et si vous n'avez pas de Tesla et un abonnement. Quels que soient les opérateurs, vous êtes dans le flou, vous êtes dans l'incompréhension. Rien n'est simple. Même quand, comme moi, vous avez une Tesla et que vous vous chargez uniquement sur les stations Tesla, vous pouvez être à peu près sûr de payer moins cher que les autres, mais vous ne pouvez pas être certain du prix que vous allez payer puisque le prix au kilowattheure peut varier en fonction de la journée, en fonction des stations, et n'est pas le même en fonction des stations non plus. Vous pouvez avoir des stations autour de 30 centimes du kilowattheure et d'autres stations autour de 40 centimes du kilowattheure. Donc là, pareil, c'est flou et difficilement lisible par les clients et les utilisateurs. Mais le pire dans la recharge, pour moi, n'est même pas là. Le pire, pour moi, c'est le droit à la prise en copropriété. Depuis 15 ans, on met des milliards de subventions à l'échelle de la France et de l'Europe dans les aides à l'achat des véhicules électriques. Et portion congrue a été réservée à l'infrastructure chez les particuliers et je pense surtout aux copropriétés. À mon avis, les certificats d'économie d'énergie, donc les investissements obligatoires des industries qui émettent du carbone vers des initiatives qui permettent de compenser, on va dire, leurs émissions carbone, cet argent aurait dû être davantage fléché vers les infrastructures de recharge à domicile. Que chaque place de parking en copropriété puisse être équipée d'une prise de courant, aussi simple qu'une prise de courant renforcée pour recharger la nuit. Il n'y a pas besoin de plus pour rouler électrique à pas cher. On parle d'un investissement entre 500 et 1000 euros par place de parking, ce qui est vraiment pas énorme, qui pour moi aurait dû être pris en compte dans les subventions et les aides. Alors après ce constat quand même relativement sévère que je dresse de l'année 2025 pour l'automobile française et européenne, est-ce que tout est perdu et est-ce que tout est foutu ? J'espère que non, bien entendu. Et j'ai quand même bon espoir de voir la situation s'améliorer en 2026. Et je vais vous prendre un exemple, c'est celui de la Renault Twingo. Et pour bien vous faire prendre conscience de l'impact que peut avoir cette petite voiture, je vais vous faire un comparo de cette voiture avec la Renault 5, pas en termes de produits, mais en termes de projet et d'ingénierie. Pour la faire courte, je vais vous comparer ce qui a été décidé par les ingénieurs français pour la Renault 5 et les ingénieurs chinois pour la Twingo, étant donné que la Twingo a été conçue par un bureau d'études de Renault, ouvert pour l'occasion à Shanghai, en Chine. Et c'est intéressant parce que la Renault Twingo, au départ, elle n'était pas dans le plan Renault Lution de Luca De Meo. Elle est arrivée en cours de route pour continuer de surfer sur la tendance néo-rétro de la Renault 5 et de la Renault 4. Mais initialement, la Renault Twingo, elle devait s'arrêter. La Twingo 3 électrique telle que j'en avais eu une, ça devait être la dernière Renault Twingo, elle ne devait pas être renouvelée. Mais finalement, le projet est arrivé et à mon avis, c'est une bonne chose. Puisque si on prend l'origine du projet de la Renault 5 et l'origine du projet de la Renault Twingo,
et bien finalement le cahier des charges était le même. À savoir une voiture électrique abordable autour de 20 000 € avant les aides, 4 portes, 4 places, environ 300-400 km d'autonomie. Et là, il faut voir les décisions qui ont été prises d'un côté par les Français et de l'autre par les Chinois. Du côté des ingénieurs français, on a choisi une technologie de batterie qui coûte cher, la technologie NMC. Du côté des Chinois, on a choisi une technologie de batterie qui coûte pas cher, la technologie LFP. Du côté des Français, on a choisi un format de cellule qui coûte cher, à savoir les cellules de type poche. Du côté des Chinois, on a choisi un format de cellule qui coûte pas cher, les cellules prismatiques. Du côté des Français, on a voulu dépenser plus que nécessaire sur certains éléments. Je pense au train arrière de la Renault 5, qui est un train multibras qui coûte cher. Là où pour la Renault Twingo, on a pris une traverse déformable de capture qui est largement suffisante à ce niveau de prix et de taille de voiture. Et déjà, rien qu'avec ces décisions, vous gagnez 3, 4, 5 000 € sur le prix de la voiture. Et si en plus vous dimensionnez votre outil industriel pour produire 150 000 voitures par an au lieu de 75 000, là je donne les chiffres au pif, je connais pas les chiffres exacts, mais ce que je sais par contre c'est que du côté de l'usine de Novo Mesto, on a mis les bouchées doubles pour produire beaucoup de Twingo électriques. Et bien fatalement vous avez l'effet de volume qui permet encore de baisser les coûts. Alors on verra bien si les ventes suivent, mais je trouve que les décisions de Renault par rapport à cette Twingo ont été particulièrement intelligentes, à savoir le fait de capitaliser sur la meilleure ingénierie du monde concernant les voitures électriques, que sont les ingénieurs chinois, tout en industrialisant suffisamment en Europe pour être éligible aux aides diverses et variées, en France notamment. Alors bien sûr, la Twingo aura ses défauts, comme pour la Renault 5, comme pour la Renault Mégane, Renault s'obstine à ne pas fournir la charge rapide de série. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont comprendre que c'est non négociable, il faut absolument une charge rapide sur les voitures, ne serait-ce que pour maintenir la valeur résiduelle de ces véhicules. Mais quand on voit la version de lancement de la Twingo, pour 22 000 € avant les aides et 18 300 € après les aides, vous pouvez avoir un véhicule avec 300 km d'autonomie, une charge rapide et des prestations en termes de confort et de tenue de route qui sont proches de celles d'une Renault 5. Donc on va dire qu'on est à 80-90% des prestations d'une Renault 5 pour moins cher qu'une Dacia Spring. Et si la version Evolution qui viendra dans un second temps de l'année 2026 tient ses promesses, on devrait obtenir une Twingo avec les mêmes 300 km d'autonomie et une recharge rapide autour de 16-17 000 €, voire même peut-être même 15 000 € bonus déduit. Donc c'est vraiment très prometteur, d'autant que une version Dacia de cette voiture devrait arriver sans la banquette coulissante et avec un équipement un petit peu simplifié. Et là, on peut espérer baisser les prix encore et se rapprocher peut-être même des prix d'une Sandero thermique aujourd'hui. Donc voilà, je profite de cette pause recharge pour conclure ce propos. L'année 2025 n'a clairement pas tenu ses promesses en termes de voitures électriques. Et j'espère que l'année 2026 tiendra davantage ses promesses. Et un lancement comme celui de la Renault Twingo sera très intéressant à suivre pour voir si la situation s'inverse ou non l'année prochaine. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de cette situation du marché automobile français et européen ? Est-ce que vous faites partie de ces 500 000 foyers qui n'achètent plus de voitures neuves et n'achètent plus de voitures tout court tant que celle que vous avez roule encore? Est-ce que vous êtes intéressé par exemple par la Twingo qui va arriver ces prochains mois? Eh bien dites-moi tout ça en commentaire, je serais très intéressé de vous lire et de discuter avec vous. Comme d'habitude, merci encore pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait vraiment super plaisir de pouvoir échanger, de partager ma passion avec vous. J'espère qu'on pourra continuer ensemble à discuter et à partager cette passion l'année prochaine. On verra le rythme des vidéos qu'on pourra adopter. En attendant, je vous souhaite une bonne route et je vous dis à bientôt.